Je suis Michael Weaver. Je m'appelle Michael Weaver et je vais vous parler aujourd'hui de la conversion de l'arthroplastie totale de la hanche après l'échec de la fixation de la fracture de la hanche. Il s'agit certainement d'une situation difficile et sur laquelle je suis heureux de vous faire part de mes réflexions. Quelques mots sur moi et nous. Nous sommes à la Harvard Medical School et je travaille donc à l'hôpital situé juste derrière ce bâtiment. C'est le seul jour de l'année où il fait vraiment beau. Le reste de la journée, c'est un peu plus morose. Voici l'hôpital où je travaille. Il s'agit de l'hôpital Brigham and Women's, à Boston. Voici le reste de Boston. C'est une ville formidable si vous avez l'occasion de la visiter un jour. Et voici mes partenaires, Dr Von Kedel et Dr Suneja. Nous sommes les 3 personnes qui effectuent la majeure partie du travail sur les fractures au Brigham. Donc, conversion de remplacement de la hanche, en particulier dans le cadre de une fixation de fracture antérieure, représente vraiment un large spectre de cas avec des problèmes à la fois sur l'aponévrose et sur la fracture. 2 cas avec des problèmes à la fois du côté acétabulaire et du côté fémoral. Ces cas peuvent être très difficiles. Ils sont difficiles en raison de l'anatomie déformée et de l'ancien métal qui s'y trouve. Il faut donc adopter une approche réfléchie pour les résoudre. Les objectifs de l'exposé d'aujourd'hui sont donc les suivants. Je veux parler de 3 choses. Premièrement, le bilan d'infection, qui est particulièrement important dans le cadre d'une chirurgie antérieure ou de la fixation d'une fracture. L'importance de la planification de ces cas, car il ne s'agit pas de cas de routine, et de l'établissement d'un modèle. Et quelque chose que l'un de mes nouveaux collègues, le Dr Stankist, appelle le vol de chaise, qui est quelque chose de l'accident d'aviation, qui je pense est particulièrement important pour cela. Ensuite, le choix de la tige. Il y a beaucoup d'options différentes. Vous pouvez utiliser des tiges primaires pour beaucoup d'entre elles, puis des tiges modulaires de révision. Ou même des tiges monoblocs de révision, que j'aime particulièrement pour beaucoup d'entre elles. L'utilisation du ciment joue également un rôle. Je vais donc vous présenter une série de cas pour illustrer certains de ces sujets. Il s'agit d'un homme de 62 ans qui vivait dans l'ouest du Massachusetts, qui est un peu loin de notre hôpital. Il a eu une fracture acétabulaire qui a été traitée de manière non opératoire, et il est venu environ 1 an après, et il a une déformation significative, protrusio. Il s'agissait principalement d'une fracture antérieure de la colonne. Vous savez, l'avantage ici est qu'il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale antérieure, mais il a une déformation assez importante. Vous pouvez voir qu'il a une protrusion importante. Le fémur est très médialisé. Il y a également un défaut acétabulaire médian très important. Ce patient est petit et très raide. C'est vrai. Il s'agit donc d'une hanche un peu difficile. Ce n'est pas une hanche primaire, et dans une situation comme celle-ci. Vous savez, je pense qu'il est très utile de faire un scanner, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas faire de scanner, les clichés de Judée feront la même chose, c'est-à-dire qu'ils vous montreront dans ce cas particulier que nous avons de la chance et que la colonne postérieure est intacte, et que la colonne antérieure est cicatrisée. Il s'agit donc d'une protrusio sans défaut segmentaire, ou sans discontinuité. C'est là que je pense que la planification est vraiment utile. Si vous abordez ce cas comme une hanche primaire, la journée sera très difficile. Mais si vous le planifiez, les choses se passeront beaucoup mieux. Ici, je prévois une approche postérieure, qui est ce que j'utilise pour la majorité de mes cas de conversion complexes. In situ neck cut. Parce que ce patient est vraiment raide, je veux restaurer le centre de la hanche. Pour cela, je vais devoir utiliser augment ou autre chose. J'ai entendu dire que certaines personnes utilisaient la tête fémorale comme autogreffe, mais je préfère personnellement les augmentations métalliques lorsque c'est possible. Ensuite, j'ai choisi une tige de Wagner, qui est une monobloc, cylindrique, conique. Cette tige est très utile dans ces situations car elle permet de contrôler la version. Cependant, je pense qu'une tige de hanche primaire conviendrait également dans cette situation. Une grande partie de mon travail concerne la chirurgie traumatologique, et je travaille beaucoup sur les fractures, et Jeff Mastet, l'une de mes idoles et de mes icônes. Il a dit qu'il valait mieux jeter ses désastres dans la corbeille à papier que de confiner ses patients à la casse. C'est ainsi que, a préconisé l'établissement d'un modèle, et la planification préopératoire des cas de fracture. Je pense qu'il en va de même pour les cas d'arthroplastie. Je pense donc que, planifier les choses et faire un bon modèle en vaut la peine. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle le vol de chaise, et c'est quelque chose que l'on fait dans l'armée de l'air ici aux États-Unis, et que les pilotes font. Lorsque vous vous entraînez pour devenir pilote, apparemment, vous passez beaucoup de temps assis sur une chaise, à réfléchir, et à passer en revue dans votre tête chaque étape que vous allez faire. Ainsi, avant même d'entrer dans un cockpit, on s'entraîne et on répète ces choses dans sa tête.
Donc, nous voici au milieu du cas. J'utilise beaucoup la fluoroscopie, et j'y reviendrai plus tard. Mais, la première chose à faire, est d'aléser le défaut pour obtenir un bon os. Et ensuite, aléser l'acétabulum natif pour obtenir un bon ajustement de la jante et ensuite, placez vos essais d'augmentation. J'aime utiliser la coquille de l'alésoir comme gabarit pour bien voir les choses. Ici, vous pouvez voir que, il y a les augments, placés médialement et ensuite la coquille de l'alésoir. Il faut s'assurer que ces vis n'interfèrent pas avec l'ajustement à la presse de votre cupule primaire, parce que vous voulez un bon ajustement collant, si possible, avec votre coque acétabulaire. Et enfin placez les composants, et vous avez toujours besoin d'un bon ajustement à la presse de ce composant acétabulaire primaire. Les augments remplissent vraiment le vide métallique et sont là pour assurer la stabilité et empêcher la migration de votre cupule. Puis beaucoup de vie. Vous savez, c'est une situation où je vais mettre presque toutes les vis que je peux qui n'interfèrent pas avec l'augmentation dans l'os descend. Ici, nous avons utilisé un bon nombre de vis, je crois qu'il y en avait 11. C'est peut-être un peu exagéré, mais ne fait certainement pas de mal pour obtenir une fixation supplémentaire. Il faut ensuite relier mécaniquement l'augmentateur à la coque. J'utilise donc antibiotiques, ciment palico pour combler ce vide et les relier mécaniquement. Voici donc notre résultat final, avec notre film PACU, à côté de notre modèle. Je pense que cela montre la puissance du modèle. J'ai pu rétablir le centre de la hanche là où je le souhaitais et rétablir la longueur des jambes et le décalage. En modélisant un cas et en exécutant ensuite ce plan, je pense que vous pouvez obtenir des résultats décents. 1 an plus tard, il se porte bien. Il n'a pas de douleur à la hanche et il a recommencé à couper du bois et à faire toutes ses activités normales. Voici un autre cas qui illustre certains des problèmes liés à l'infection. Il s'agit d'une femme de 64 ans qui s'est présentée avec une fracture périprothétique primaire antérieure. Elle avait subi une hanche totale par approche antérieure, puis une révision pour une fracture dans un autre hôpital, et se présente avec une plaie qui s'écoule. Ici, clairement infectée. Mais nous avons fait une aspiration pour le confirmer. Je pense qu'il est très important d'avoir de bonnes données, micro, en particulier pour la sélection des antibiotiques. Ensuite, tout doit sortir. Je crois vraiment en une approche en 2 étapes pour l'infection, s'il s'agit d'un matériel de fracture, d'une hémiarthroplastie antérieure ou d'un plan de fracture. S'il y a une infection, je retire tout, je traite, en 2 étapes. J'enlève donc tout le métal, joue le ciment antibiotique, puis je traite l'infection, et c'est ce que nous avons fait ici. Elle avait donc besoin d'un long étau, étant donné sa longue tige. On sort une tige, et on sort une cupule. Et compte tenu de la longue durée de l'intervention, j'ai utilisé un écarteur statique, bien que si vous pouvez obtenir un bon écarteur mobile. Je pense que c'est également raisonnable. 3 mois plus tard, nous revenons et plaçons la tige. Malheureusement, il y avait une petite fissure distale, alors j'ai ajouté quelques fils supplémentaires juste pour stabiliser les choses. Je l'ai maintenue en appui sur le sol pendant 6 semaines, mais tout a guéri sans affaissement. 1 an plus tard, elle se portait bien et pêchait à nouveau sûr. Je pense que être conservateur avec l'infection vaut vraiment la peine, et je favorise donc une approche en 2 étapes, dans les cas de révision et de conversion. J'ai beaucoup appris sur la fluoroscopie, et c'est l'un de mes mentors, Marc Var, qui me l'a enseigné. Il s'agit d'un article que nous avons rédigé il y a ans sur l'utilisation de la fluoroscopie pour améliorer la position des composants. Il y a certainement une petite courbe d'apprentissage, mais nous réparons presque toutes les fractures avec la fluoroscopie maintenant. Je pense donc que l'utilisation de la fluoroscopie pour l'arthroplastie de la hanche est tout à fait raisonnable. Cela aide définitivement à positionner la cupule et le composant fémoral, ainsi qu'à réduire beaucoup de ces choses compliquées. L'essentiel est d'utiliser un grand bras en C avec une grande tête. J'utilise un C-armor, mais il faut vraiment faire attention à la stérilité du C-arm lorsque vous passez d'un côté à l'autre. De nombreuses études montrent que les draps ne sont pas aussi stériles que nous le souhaiterions. Il faut être très prudent. L'essentiel est d'obtenir la bonne image fluoroscopique. Vous voulez faire correspondre la vue du bassin en ce qui concerne l'entrée, la sortie et la rotation afin de faire correspondre votre film préopératoire et votre film de gabarit. Vous n'êtes pas surpris dans le PACU si l'image est oblique. Sur l'image fluoroscopique, vous pouvez aimer la position de la cupule ou de vos composants, mais lorsque vous obtenez une véritable image, dans la salle de réveil. Salle de réveil. C'est pourquoi vous devez vous efforcer de faire correspondre ces 2 éléments. Voici l'exemple d'une femme qui avait une fracture bilatérale, des luxations de la hanche, que nous avons traitées par réduction ouverte et fixation interne. Elle s'en est bien sortie au départ, mais a malheureusement développé AVNA sur le côté droit avec un collapsus.
Je vérifie les marqueurs inflammatoires, le SR et la CRP chez tout le monde. Ceci était un peu élevé, ce qui n'est pas surprenant. Nous avons donc fait une aspiration sûre. Heureusement, elle s'est révélée négative. Mais je continue à faire le suivi et à obtenir des cultures dans la salle d'opération, pour la chirurgie définitive. Et puis aussi, garder les gens sous antibiotiques pendant 10 jours post-opératoires, juste des antibiotiques oraux, pendant que ces cultures résultent. Il s'agit donc d'une personne qui avait beaucoup de métal sur sa colonne postérieure. J'essaie de l'enlever si c'est possible. Cela prend un peu plus de temps, mais de temps en temps, vous aurez cette culture positive surprise. À partir de votre cas. Et vous vous sentirez beaucoup mieux si tout s'est bien passé. Et vous vous sentez beaucoup mieux si tout le métal est enlevé. Je suis allé de l'avant et j'ai exposé cela. Il faut certainement faire attention au nerf sciatique en exposant la colonne postérieure, mais c'est du temps bien dépensé, je pense. Et donc, une fois que nous l'avons enlevé, nous sommes en mesure de faire une hanche primaire pour cette femme. Donc, placez la cupule. J'utilise beaucoup de vis par sécurité, compte tenu de sa fracture et de ses problèmes antérieurs. Et voici les résultats. Donc, un exemple de être prudent avec votre bilan infectieux et ensuite, enlever le métal pour réduire le risque d'infection post-opératoire. Une conversion un peu plus difficile à la suite d'une fracture acétabulaire. Il s'agit d'un homme de 54 ans. Il avait des antécédents de fracture acétabulaire à distance. Beaucoup plus de déformations ici dans un os hétérotopique. Mais heureusement, son bilan infectieux était négatif. Encore une fois. Lorsque c'est possible, retire les implants. Il est important de retirer tout l'os hétérotopique et les ostéophytes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup ici. En général, je laisse tout ce qui est au ras du cotyle. Mais s'il est fier du cotyle, je veux l'enlever, pour réduire le risque d'impaction et de luxation. Ici, nous avons dû élever légèrement le centre de la hanche, mais nous avons pu rattraper ce retard du côté fémoral. Et remettre les choses à leur place. Encore une fois, c'est un peu de travail supplémentaire pour enlever ce métal. Mais c'est du temps bien utilisé, je pense, pour réduire le risque d'infection. Passons maintenant aux problèmes liés au côté fémoral. Il s'agit d'une femme, d'un homme dont la fracture de hanche a été réparée à l'aide d'un dispositif intramédulaire, qui est désormais la norme de soins. Pour la plupart des fractures de hanche intercoquentériques ici aux États-Unis. Ici, malheureusement, vous pouvez voir qu'il y a de l'AVN et une érosion dans l'acétabulum. Heureusement, cette érosion est assez faible. C'est vrai. Donc, c'est un exemple d'utilisation d'une tige modulaire pour traiter ce problème. Avec ces petits défauts, nous n'avons pas besoin de le faire. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de la greffe osseuse ou de l'augmentation. Ici. Un autre cas d'un homme, cette fois avec une hémiarthroplastie. Une hémiarthroplastie cimentée. Vous savez, je vérifie les marqueurs inflammatoires chez tout le monde. C'est une habitude. Et, vous savez, nous faisons une aspiration, et heureusement, c'est négatif. Le manteau de ciment est cassé et s'est résorbé. Donc c'est définitivement détaché. Tout cela doit être enlevé. Et puis, si vous devez réviser cela, vous pouvez tout aussi bien opter pour une hanche totale. Il n'y a aucune raison de conserver une arthroplastie de métémie. Il est donc parfois difficile d'obtenir cette tige, mais nous avons des techniques de retrait du ciment. J'utilise les implants cimentés Morland, avec des carettes inversées, pour enlever ce ciment. Et ensuite remettre la cupule en place. Il s'agit essentiellement d'une situation primaire du côté acétabulaire. Cette fois-ci, il n'y a que quelques vis. Vous savez, et ensuite en utilisant tige modulaire à revêtement très poreux. Avec ces tiges cylindriques, vous avez besoin de 5 ajustements à la presse ou d'un ajustement par griffage pour vraiment s'engager dans la diaphyse. Voici donc le résultat final. Vous pouvez voir que nous avons pu restaurer la longueur de ses jambes et l'offset, et encore une fois, il a guéri. J'utilise la double mobilité depuis quelques années pour optimiser la stabilité, en particulier si vous convertissez une hémiarthroplastie, le risque de luxation est assez élevé. Un autre exemple de coupe d'un clou fémoral. Encore une fois, bilan infectieux. Ici, la zone d'érosion dans l'acétabulum est petite. Je pense donc que vous allez éviter un défaut qui doit être greffé. Parfois, j'utilise un greffon osseux de la tête fémorale et je fais un alésage inverse, mais il n'est certainement pas nécessaire d'aller très loin. En ce qui concerne le choix de la tige, j'ai utilisé une tige de révision monobloc. C'est ce qu'on appelle la potence Wagner. Il existe des versions plus courtes. Et puis cette version plus longue, qui s'appelle Wagner SL. C'est moins cher que d'utiliser une tige de révision modulaire. Elle est moins volumineuse au niveau proximal. Sa géométrie proximale est la plus petite.
C'est donc une solution vraiment élégante pour contrôler la version, contrôler l'offset et ne pas vraiment perturber le fémur proximal dans le grand trochanter. Je retrouve ces cas de fractures antérieures. Vous êtes vraiment inquiet pour le grand trochanter. Et c'est le moindre dommage que vous pouvez lui faire pour introduire une tige. C'est pourquoi j'aime bien cette tige. Vous savez, il suffit de l'aléser et de l'insérer. C'est très joli. Il suffit de l'aléser avec des alésoirs coniques. Et on peut faire différents essais. Il a tendance à se redresser légèrement, mais c'est une chose à laquelle on s'habitue assez rapidement. Et on fait des essais sans brochère. Il suffit donc d'aléser et d'essayer, puis de poser le véritable implant, et le résultat est très satisfaisant. Voici donc le résultat final. Là encore, vous pouvez voir que la géométrie proximale est aussi petite qu'il est possible de l'être. Il n'y a pas de corps volumineux pour remonter le grand trochanter, ce qui fait que fonctionne très bien. Parfois, l'aspect estabulaire est un peu plus compliqué ici. Il s'agit d'une femme avec une infection et un problème oncologique inhabituel. Elle avait une hanche septique. Étant donné qu'elle devait être traitée pour son cancer, je lui ai fait une arthroplastie de résection et je l'ai sortie de son infection. Mais 1 an plus tard, elle est en rémission et elle revient. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'infection. Ici, il est clair qu'elle a déjà eu une infection, donc, même si ses marqueurs inflammatoires sont normaux, nous l'avons aspirée pour être sûr. Encore une fois, c'est une bonne utilisation de la tige de Wagner. Le fémur proximal s'use un peu après une résection, et cela vous permet de contrôler la version pour optimiser la stabilité. Ce qui est toujours un souci dans cette situation. Cela fonctionne très bien. Parfois, vous avez des patients très fragiles. Il s'agit d'une femme de 97 ans avec une fracture de la hanche traitée avec le clou. Malheureusement, le clou s'est détaché. Il n'y a aucun signe d'infection, mais elle est très fragile. Nous avons ici un service de prise en charge gériatrique, et elle avait un indice de fragilité de 0,56, ce qui est extrêmement fragile. Dans notre situation, il s'agirait de une personne en fin de vie, mais elle souffre et ne peut pas marcher, nous devons donc faire quelque chose pour qu'elle soit plus à l'aise. Nous procédons donc à une arthroplastie totale de la hanche. Je pense que certains de ces cas nécessitent une greffe de l'acétabulum, mais si vous avez moins de 50% de défaut de la jante, vous pouvez vous en sortir avec une coupe primaire. Mais je vais de l'avant et j'utilise beaucoup de vis et des vis particulièrement longues pour engager l'os et fournir autant de stabilité que possible. C'est là que le ciment entre en jeu. Je pense qu'il est très utile. Vous pouvez utiliser un ciment antibiotique pour réduire le risque d'infection, et si la qualité de l'os est médiocre. Et en utilisant une tige cimentée plus longue, on obtient une fixation instantanée. La personne peut donc immédiatement porter du poids et passer à autre chose. Ainsi, elle s'en est plutôt bien sortie et a recommencé à marcher avec une canne. Au moins, nous lui avons offert une certaine qualité de vie vers la fin de sa vie. Vers la fin de sa vie. Pour elle. Il s'agit d'une découpe plus difficile, en particulier avec le grand trochanter. Il s'agit donc d'une femme de 87 ans qui a subi une réparation de fracture il y a quelques semaines. Je pense, vous savez, que cela montre que la meilleure façon de procéder à une conversion de prothèse de hanche est de ne pas en faire du tout en faisant du bon travail la première fois. S'ils avaient un peu mieux réparé nous n'aurions pas été dans cette situation. Mais vous pouvez voir que c'est un vrai défi maintenant parce que la tête est coupée et que la hanche est enlevée. La tête est entièrement découpée et le trochanter est vraiment un problème. Qui va être difficile à gérer avec ceci? J'utilise une technique. Il s'agit en fait d'une ancienne technique décrite par Charnley. Pour réparer les ostéotomies qu'ils avaient l'habitude d'utiliser sur chaque hanche. Et donc, essentiellement, en utilisant du ciment et des trous de forage, ce sont juste des fils de cerclage autour du grand trochanter, pour le maintenir vers le bas et en place. Et cela fonctionne très bien. Vous percez les trous et placez les fils avant de placer le ciment. C'est donc une très bonne technique pour contrôler le grand trochanter. Il suffit donc d'aléser et de brocher le fémur. Le trochanter est en quelque sorte assis, à l'écart. Ensuite, vous retirez votre broche et vous percez des trous, à l'endroit approprié, latéralement dans le fémur. Il suffit ensuite de passer les fils, à travers la jonction, entre le tendon et le grand trochanter. Puis à travers ces trous de forage, on choisit ensuite une tige un peu plus petite. Je diminue d'une ou deux tailles par rapport à ce que j'aurais normalement placé. J'utilise ensuite cette broche. J'utilise cette broche pour m'assurer que les fils sont bien enfoncés. Il y a donc de la place pour le manteau de ciment dans la tige. Il ne vous reste plus qu'à aller de l'avant et placer votre ciment. Et cimenter votre tige en place. Puis, une fois que le ciment est durci, vous réduisez votre hanche et resserrez les fils. Le trochanter revient alors à sa place. C'est une technique très élégante, et elle fonctionne très bien. Et, voici, 6 mois plus tard. Vous pouvez voir que nous avons pu contrôler un trochanter.
il a cicatrisé en position. Et elle se porte bien cliniquement. Donc, un sauvetage raisonnable dans cette situation. Le ciment a donc un rôle à jouer et j'aime beaucoup la technique de Charnley pour gérer le grand trochanter. J'aimerais donc vous dire, merci de m'avoir invité. 2. Service de traumatologie de Harvard. Je voulais juste partager ces cas avec vous pour vous donner une idée des différentes façons de résoudre les problèmes. Et encore une fois, si vous voulez retenir quelque chose de tout cela, je dirais que la première chose à faire est de toujours exclure les infections lorsque vous êtes confronté à ces cas. Donc tout le monde a besoin de ESR et d'un CRP. Toute personne présentant des marqueurs élevés doit subir une aspiration préopératoire. Je pense qu'au moment de l'opération, il faut toujours faire des cultures. Et s'il y a une infection, et que vous la détectez en préopératoire, alors traitez-la en 2 étapes. Si les cultures préopératoires sont positives et qu'il y a un avantage à retirer tout le métal au moment de l'opération, pour réduire ce risque. La deuxième chose est toujours le gabarit. Le gabarit et la planification préopératoire sont très utiles dans ces cas complexes. Il est certain que j'ai beaucoup appris de mes gabarits et que j'ai emprunté des chemins de traverse qui n'étaient pas bons, et vous pouvez l'identifier avant de vous rendre au bloc opératoire. Je pense que c'est un bon service à rendre aux patients. Enfin, je pense qu'il vaut vraiment la peine d'envisager l'utilisation de ces tiges monoblocs. Elles fonctionnent très bien. La révision de la tige monobloc est donc une excellente solution dans de nombreux cas. Je vous remercie de m'avoir reçu et je vous souhaite le meilleur.